It was just announced there was no collusion with Russia, the most ridiculous thing I've ever heard. There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever. And it was a complete and total exoneration. Toute une victoire pour Donald Trump aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Anne-Marie Dussault. Bienvenue à cette émission spéciale sur les conclusions du rapport Mueller. Eh bien, Trump, il attendait cette nouvelle depuis 22 mois. Combien de fois l'avez-vous entendu dire « no collusion » ? Bien, lui qui a toujours aussi répété que c'était une chasse aux sorcières. Le procureur général, William Barr, a rendu public une lettre de 4 pages qui résume les conclusions du rapport Mueller. 2 grandes conclusions. La première, le procureur spécial Mueller n'a pas trouvé de preuves de conspiration ni collusion avec, il faut bien le noter, le gouvernement russe pour son ingérence dans l'élection présidentielle de 2016. On va la décortiquer, cette première conclusion, au cours de cette émission. Deuxième conclusion, celle-là, beaucoup plus nuancée, concerne le comportement du président Trump. A-t-il, oui ou non, fait entrave à la justice, notamment en congédiant le directeur du FBI, James Comey? Il ne peut pas établir hors de tout doute raisonnable, vous connaissez ce critère, qu'il a fait entrave à la justice, mais ne peut l'exonérer non plus. Nous allons en discuter avec nos invités sur le plateau et aux États-Unis. D'abord, à mes côtés, Raphaël Jacob, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Charles-Philippe David, président de l'Observatoire et fondateur de la chaire. Bonsoir, Charles-Philippe. Bonsoir, Mais d'abord, allons rejoindre celui qui est au cœur de l'action, Christian Latreille, à Washington. Bonsoir, Christian. Pas de conclusion, pas de preuves suffisantes d'entrave à la justice. Il aurait fallu quand même une batterie d'avocats, au moins 19, 40 agents du FBI, 2800 citations, 500 témoins, 25 millions de dollars, mais quand même une trentaine d'accusations en périphérie. À Washington, on parle de 665 jours d'enquête qui ont été éprouvants pour le président. Oui, et des conclusions qui peuvent paraître décevantes certainement pour les démocrates, mais en même temps, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de spectaculaire de la part de M. Mueller, parce que vous savez, tout ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a réalisé avec son équipe, les résultats étaient rendus publics et au fur et à mesure. Alors, on se demandait bien en fin de course ce qu'il allait rester de cette enquête. Et on le voit bien, ça se résume en 4 petites pages avec 2 conclusions assez solides, assez marteaux. C'est-à-dire que tout d'abord, oui, il y a eu interférence des Russes. Les Russes se sont ingérés en piratant des comptes informatiques, en semant de fausses informations sur les réseaux sociaux. Mais on a été incapable de démontrer que l'entourage, la famille, les proches de M. Trump et M. Trump lui-même avaient aidé ces mêmes Russes à le favoriser durant la campagne présidentielle de 2016. Deuxième conclusion très importante, et vous avez raison de le mentionner en introduction, peut-être un peu plus nuancée, c'est-à-dire que M. Barr, dans son résumé, mentionne que M. Mueller n'a pas été en mesure, même s'il ne va ni d'un côté ni de l'autre, et M. Mueller le mentionne, entre autres, ce n'est pas parce qu'on prétend que M. Trump n'a pas commis de crime, qu'on l'exonore complètement. Ce sera au procureur général de décider s'il y a eu entrave à la justice. Et là, on parle bien sûr du congédiement, entre autres, de James Comey, l'ex-directeur du FBI. Et M. Barr répond à cette question aussi dans le rapport en disant « Je ne pense pas, avec tout ce que j'ai vu dans le rapport Mueller, qu'il y a place à des accusations pour entrave à la justice. » Alors, c'est un peu le résumé de ce rapport. Et je pense qu'on est en mesure d'écouter M. Trump. C'est ça? À son retour, après avoir quitté son golf du week-end, il était en route vers Washington. Il était ravi de parler à la presse. On l'écoute. Alors, après une longue enquête, après une très longue enquête, après plusieurs personnes qui ont été heurtées et blessées, après ne pas avoir examiné l'autre côté de la médaille, où plusieurs choses sont arrivées de l'autre côté aussi, beaucoup de mauvaises choses pour notre nation.
Ça vient d'être annoncé. Il n'y a eu aucune collusion avec la Russie. Ce sont des accusations ridicules. Il n'y avait pas de collusion avec la Russie, pas d'obstruction, rien du tout. Et ça a été une exonération complète et totale. C'est dommage ce qu'on a pu subir comme nation. Honnêtement, c'est dommage que votre président ait eu à vivre tout ça avant même d'être élu. Ça a commencé. Et ça a commencé illégalement. Et j'espère que quelqu'un va regarder de l'autre côté. Ça a été une attaque illégale qui n'a pas réussi. Et j'espère que quelqu'un va regarder l'autre côté parce que c'est une exonération totale, pas de collusion, pas d'obstruction. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est un président en mode contre-attaque, Christian, qui a quitté Miami vers Washington. D'ailleurs, on devrait probablement avoir des images de son arrivée tout à l'heure à Washington. Cela dit, il y a quand même quelque chose, ça, ce sont des images en direct. Alors ça, c'est Air Force One qui s'apprête sans doute à atterrir à Washington. Alors, Christian, au moins, ce qui est clair, malgré les nombreuses affirmations par les agents de renseignement aux États-Unis, il y avait bel et bien de l'ingérence russe. Tout ce que le rapport dit, c'est qu'on ne peut pas prouver que le président lui-même ni ses officiers de campagne sont liés, auraient commis un crime en lien avec le gouvernement russe. Non, et cette enquête, peu importe ce qu'en pense et ce qu'en dit Donald Trump, elle avait une légitimité. Vous savez, on a commencé à observer beaucoup de gens, effectivement, qui avaient rencontré des Russes dans l'entourage de M. Trump. Rappelez-vous de cette fameuse rencontre du mois de juin 2016. Ça a soulevé toutes sortes de questions. Alors, c'était légitime de demander une enquête en profondeur. Après tous ces mois d'enquête, maintenant, est-ce que les démocrates pourront continuer à taper sur ce clou? Déjà, on voit que Mme Pelosi, M. Schumer, les leaders démocrates au Congrès, disent ça, ce que l'on voit ce soir, ce que l'on lit, c'est la version de William Barr, procureur général des États-Unis, qui a été nommé par Donald Trump. Nous, on veut voir tout le rapport, on veut voir la substance, on veut être en mesure de tirer nos propres conclusions. Et attendez-vous à ce que M. Mueller et à ce que M. Barr seront appelés comme témoins dans différentes commissions au Congrès pour aller vraiment au fond des choses. Mais vous savez, le public américain commence à en avoir assez. Il y a une lassitude qui s'installe. Et politiquement, ça va devenir très dangereux pour les démocrates de toujours jouer cette carte contre M. Trump. Oui, en effet, la nomination du procureur général Barr avait soulevé déjà de la controverse. On le soupçonne d'être en conflit d'intérêts du côté démocrate, notamment sur cette question d'entrave à la justice, parce qu'il n'y croyait pas, lui, dès le départ, M. Barr, à cette possibilité d'entrave à la justice. Et c'est là que la deuxième conclusion doit être décortiquée comme il faut. Elle est très nuancée. Oui, effectivement, M. Barr, qui s'était montré dans différents écrits très en faveur des pouvoirs présidentiels et avait à maintes reprises pris position un peu contre M. Mueller, même s'ils sont des amis, mais contre ce rapport, contre cette chasse aux sorcières. Alors, M. Trump aura le beau jeu et les républicains sont déjà en mode attaque, Anne-Marie. Vous savez, ils se préparent pour 2020 et il faut pas, je pense qu'il faut reconnaître que ce soir, c'est une importante victoire pour le président Trump qui pourra toujours dire aux électeurs américains: voyez-vous, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, nous avons fait l'objet d'une grande partie de pêche, d'une chasse aux sorcières, et je n'ai rien fait de mal, mon équipe n'a rien fait de mal, et cette enquête a coûté très cher aux contribuables américains et n'a servi aucun intérêt. Mais déjà, vous le mentionnez, les démocrates vont entreprendre cette partie de bras de fer qui pourrait se rendre très loin, même devant les tribunaux américains. On n'en a pas terminé. Puis c'est un équilibre fragile pour eux en ce début de campagne électorale pour se positionner pour les élections de 2020. Parce qu'il y en a que M. Trump pourrait être tenté de transformer cette victoire d'aujourd'hui presque en une victoire électorale pour 2020. Bien, d'ailleurs, Kellyanne Conway, une de ses conseillères, a dit « M. Trump a gagné pour une deuxième fois l'élection présidentielle aujourd'hui. Bon. » Alors, voilà comment est-ce qu'on le considère. Mais les démocrates, vous savez, il y aura toujours ces enquêtes qui continuent dans le district sud de New York. Il y en a à Washington également. Ça ne veut pas dire que les problèmes de M. Trump se terminent ce soir, Anne-Marie. Mais chose certaine, sur toute l'histoire de la Russie, la collusion, ce sera difficile et politiquement dangereux pour les démocrates de continuer à jouer cette carte et taper sur l'administration Trump. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair, noir sur blanc, même si c'est l'interprétation de M. Barr.
On doit le croire ce soir. On aura peut-être la version complète du rapport un jour pour que tout le monde puisse se faire une tête là-dessus. Mais c'est très clair, M. Mueller n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour démontrer que son entourage et lui-même ont aidé les Russes. En même temps, il y a 13 Russes qui sont inculpés. Il y a Flynn qui est en prison, qui a été inculpé pour avoir menti sur le fait qu'il avait rencontré l'ambassadeur russe Kislyak à l'époque. Il y a beaucoup de Russes quand même qui tournent autour de la famille Trump et de l'organisation Trump. Mais le président est blanchi ce soir. C'est ça qu'il faut conclure et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est ça que le public américain va comprendre. Ça serait intéressant de voir les sondages d'opinion au cours des prochains jours. Oui, bien, vous restez avec nous au cours de cette émission spéciale. Merci, Christian. Se joignent donc Charles-Philippe David et Raphaël Jacob. Charles-Philippe, vous aussi, tous les deux, ça fait 2 ans qu'on parle de ça. Alors là, c'est le jour important pour vous. Vous êtes devant une conclusion. Alors, quelle lecture faites-vous très rapidement tous les deux d'abord? Une première réponse? Satisfait de la réponse, Jean-Philippe? Alors, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? je vais vous dire, c'est certainement la meilleure nouvelle, et Dieu sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup, Donald Trump, dans ce dossier-là, depuis que toute cette histoire-là a commencé. Là, effectivement, ce soir, on annonce qu'il n'y a pas, en principe, là, de coup fumant, de smoking gun en langue anglaise, dans l'implication du président pour essayer effectivement de profiter de l'aide de la Russie pour gagner ces élections contre Hillary Clinton, disons les choses comme elles sont. Effectivement, c'est quelque chose, à mon avis, qui politiquement est l'une des meilleures nouvelles que Donald Trump pouvait recevoir. C'est quelque chose qui va l'aider en termes d'image et de réputation. Bien évident qu'il va rebondir avec ça et que ça va l'aider. Maintenant, je me méfie toujours des sommaires qu'on peut avoir de ces rapports, parce qu'il est volumineux et que 4 pages ne peut certainement pas rendre justice à toutes les nuances et les détails, certainement, qu'on va y trouver. Ça, c'est mon expérience de ce genre de rapport depuis au moins une 30aine d'années. Alors, attendons, mais il est clair. Alors, Raphaël, c'est un beau début pour Donald Trump, au moins pour le premier chef d'accusation. On parlera du deuxième tantôt. Pour le premier motif d'enquête. Le deuxième motif d'enquête, entrave à la justice, M. Trump écrit victoire là-dessus aussi. Mais c'est plus nuancé, Raphaël. C'est beaucoup plus nuancé sur le deuxième point, parce que contrairement à ce que le président est allé dire, et on l'a entendu il y a à peine quelques minutes, on ne parle pas d'une exonération totale, du moins dans le sommaire. Et je veux vraiment prendre la balle au rebond, parce que M. David a utilisé 2 mots qui sont clés. En principe. En principe, c'est une victoire majeure pour le président. En principe, dans l'ensemble du rapport, on parle d'un blanchiment pour le président et ses acolytes les plus proches qui n'ont pas déjà été, disons-le, épinglés par l'enquête Mueller, parce qu'il y en a qui sont tombés depuis les 2 dernières années. Mais dans l'ensemble, en principe, c'est une victoire, présumant que si et quand la totalité du rapport est rendue publique, on n'apprend pas certains détails qui peuvent être, eux, plus compromettants que ce qu'on retrouve dans ce sommaire qui a été préparé par foncièrement une personne, M. Barr, et ses plus proches associés au sommet du département de la justice. Et M. Barr, donc, qui était quelqu'un en qui M. Trump avait extrêmement confiance. Déjà, les démocrates jouent la carte de la méfiance, celle que vous jouez aussi, Charles-Philippe, quant à la lecture du rapport. M. Barr avait dit qu'il rendrait public tout ce qu'il pouvait rendre public du rapport. Les démocrates ont-ils raison de vouloir exiger et d'aller très loin, s'il le faut, pour avoir le contenu? Bien, ils ont certainement raison, parce que c'est la prérogative de la législature américaine de faire comparaître tous les acteurs d'un dossier comme celui-là et d'exiger toute la documentation qu'ils peuvent obtenir, sauf secret de sécurité nationale, d'où le clavardage souvent dans ce genre de rapport que vous allez certainement retrouver dans ce qui sera publié. Je m'attends à ce que les comités au Congrès veuillent en savoir beaucoup plus, obtenir la totalité du rapport s'ils le peuvent, effectivement de vouloir faire comparaître la plupart de ces acteurs, dont le ministre de la Justice, dont le procureur spécial Robert Mueller et bien d'autres. Est-ce que politiquement, leur angle d'attaque sera le même que celui qu'ils voulaient ou souhaitaient ce matin en se levant? Ça, je rebondis sur ce que dit cette fois Christian, j'en doute un peu, parce que à force de s'acharner sur cette présumée collusion, effectivement, là, ils pourraient commencer à se faire mal eux-mêmes, les démocrates, s'ils rivent encore le clou là-dessus, alors que c'est assez bel et bien prouvé que ni Donald Trump ni sa famille, surtout lors de cette fameuse rencontre de juin 2016 où la plupart d'entre nous avions des doutes quand même sérieux sur ce qui s'était passé, de cette rencontre avec les Russes,
Il semble effectivement que la famille et Donald Trump, son fils, Jared Kushner, soient exonérés de cet aspect-là de la collusion. Puis je dois dire juste un petit élément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu plus largement de la collusion entre des éléments plus privés de la société russe, on va les appeler comme ça, et des intermédiaires de Donald Trump. Je pense à, entre autres, Roger Stone, je pense à Paul Manafort. Ce sont des gens qui ont été quand même en contact avec des Russes. Maintenant, est-ce sur la que question aussi de Wikileaks et des fameux Voilà. courriels, ça, c'est Manafort. Exactement. doit Puis répondre à deuxième ça. chose, il ne faut pas oublier, je pense que c'est Raphaël aussi qui l'a mentionné, c'est il y a toutes les finances autour de Donald Ouais. Trump qui seront encore scrutées Ouais. par les démocrates et ils vont Mais on vouloir va y peut-être venir. faire bouger On va y là-dessus. venir, mais restons sur le rapport Oui, bien Mueller, sûr. parce que le rapport Mueller a découvert en cours d'enquête, le procureur spécial a découvert en cours d'enquête toutes sortes de crimes commis par des gens de l'entourage de Trump, des mensonges au Congrès en cours d'enquête et tout ça. Et certains disent déjà que le rapport Mueller a vraiment parlé lorsqu'il a inculpé des gens et que le vrai rapport Mueller, c'est pas ces 4 pages-là, c'est pas ce qu'on pourrait avoir, c'est celui qui va se déployer devant les tribunaux américains, soit à New York ou dans d'autres districts, parce que les proches de Trump risquent peut-être d'être inculpés. Bien, je vous dirais même que ça s'est déjà fait. Oui, il y C'est en pas a seulement d'autres ce qui va se faire. mais il y en a d'autres à venir. Là. Absolument. Et donc, oui, il y a quelque chose de, je pense, foncièrement vrai là-dedans et de pertinent. Prenez un type comme Paul Manafort. On l'évoquait il y a quelques instants. C'est quand même l'ex-directeur de campagne du président. Et ce type-là se dirige en prison pour la prochaine décennie, peut-être un petit peu moins de 10 ans. C'est quand même pas rien. Même si, à la base, les raisons pour lesquelles on l'a inculpé, on l'a accusé, on l'a condamné n'ont rien à voir avec la question de la collusion. Non, c'est des fraudes bancaires, Exact. c'est des parjures. Complot contre les États-Unis, mais reste qu'à la base, il y a assez fort à parier qu'on ne l'aurait pas épinglé, il ne se retrouverait pas en prison s'il n'y avait pas eu l'enquête Mueller en premier Alors, lieu. vous le notez, Paul Manafort, c'est le seul procès qui a vraiment eu lieu. Il a été trouvé coupable. Il a été question beaucoup du pardon. Est-ce que M. Trump va faire... Ça, c'est une question est en intéressante. bonne position maintenant pour dire, bien, écoutez, regardez, là, on n'a rien à se reprocher. Je peux maintenant pardonner à celui qui a 69 ans, un peu plus, qui vient d'être condamné sévèrement et qui risque de mourir en prison si je ne le pardonne pas. Lui, qui n'est pas, je le sais, he's not a rat. C'est pas un rat comme les autres, comme les Cohen et tous les autres, et Gates qui l'ont... Marie, peut-être vous lisez l'avenir parce que je ne m'étais pas posé cette question et elle est excellente. Effectivement, Trump, fort d'une victoire politique, on va voir ce que Raphaël en pense, peut-être pourrait être tenté de poser des gestes spectaculaires comme ceux-là et montrer à sa base électorale qu'il se tient debout et comme il n'a rien à se reprocher, eh bien, il va pardonner des gens comme Paul Manafort. Ça va dépendre, j'imagine, du vent politique. Ça va dépendre dans quel sens le vent tourne. Et si ça tourne beaucoup en faveur de Donald Trump, votre question n'est pas du tout exclue là, de se poser cette question-là. Vraiment, c'est possible. Et en fait, si je peux me permettre, on a posé la question au président cette semaine à la Maison-Blanche. Et sa réponse a été... non. Bien, en fait, ça a été de dire qu'il n'y avait même pas pensé. Penser, c'est ça. Mais ça fait partie Des surprises, oui. une réhabilitation. On peut peut-être regarder, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, les extraits qui sont les plus pertinents de ce rapport de 4 pages du procureur général William Barr. Là, on voit, je pense, Air Force One. Vous avez des images en direct. On s'attend à ce que le président descende de son avion rapidement. Alors, le premier extrait. L'enquête n'a pas prouvé que des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump ont conspiré ou ont coordonné leurs actions avec le gouvernement russe afin d'interférer dans l'élection. C'est pour ça qu'on le commente, parce qu'évidemment, on a mis en scène des rencontres avec des avocats à la Tour Trump en juin 2016, notamment, proches du gouvernement. Et certains ont dit que cet avocate-là ou cet avocat-là, c'était comme parler au gouvernement. L'ambassadeur aussi russe qui a parlé à Flynn et d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, leurs actions avec le gouvernement russe? Quand on a à l'esprit toutes les déclarations très familières et très... favorable à Poutine de la part de... Je pense, Anne-Marie, que c'est une question, ça, pour les avocats. Parce qu'à mon avis, et je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas avocat, je pense que pour Robert Mueller, le critère et la barre étaient hautes, pardonnez-moi le jeu de mots barre, hein, mais c'était de prouver hors de tout doute raisonnable que des gens se rencontrent avec la volonté de comploter une action qui mène à nuire aux chances de Hillary Clinton et favoriser celles de Donald Trump. Regardons-le. On le voit. Pendant que vous continuez à parler, on voit M. Trump qui arrive. Il a passé le week-end très relax, très calme, jouer au golf. Il devait savoir...
On Oui, soupçonne qu'il y a eu des communications, peut-être pas directes, mais entre Barr Ce serait et l'entourage de Trump. Le président Il a des dû être États-Unis informé a assez quand rapidement. même généralement est tenu informé Oui. globalement de... Enfin, et je pense que si il avait été formellement mis sous accusation par Robert Mueller d'une accusation impardonnable. Je reviens à l'idée du smoking gun. On entend, par exemple, Donald Trump dire à son fils, tu vas aller en bas au 6e étage et tu vas dire à notre représentant russe que je veux obtenir quelque chose. Je caricature pour démontrer, à mon avis, le critère, là, justement, de collusion. C'est un peu ce qu'on avait d'ailleurs découvert avec Nixon au téléphone, quand il demande ou il dit à son aide de camp, Bob Haldeman, je veux ceci ou je veux cela. Si on avait eu ceci, je pense que M. Barr aurait dit les nouvelles sont mauvaises, M. le Président. Ouais. Là, probablement, M. Barr a dû dire à Donald Trump, je pense que vous pouvez dormir tranquille, les nouvelles me semblent plutôt rassurantes. De la même façon que James Comey avait déjà dit à Donald Trump, lors de ce fameux dîner à la Maison-Blanche, le président n'est pas sous enquête actuellement en fonction de ce que Michael Flynn nous a révélé. Donc, Donald Trump pouvait se dire rassuré. Alors, je pense qu'il devait être un peu au courant, oui, pour répondre à votre question. Il doit avoir un triomphe un peu modéré parce qu'on s'est étonné tout le week-end de son silence sur les réseaux sociaux. Ça contraste avec le week-end dernier où il en avait fait une cinquantaine de type assez incendiaire. Il ne peut pas se permettre d'avoir un triomphe trop... Je vous dirais que ça va être très intéressant de voir comment il joue ça au courant des prochains jours, au courant des prochaines semaines, dépendant évidemment de la décision ultime qui est rendue par M. Barr, à savoir, est-ce qu'on diffuse le rapport et si oui, dans quelle mesure? Ça va être intéressant de voir comment Donald Trump la joue, ça. Et le fait que M. Trump demande qu'on regarde on the other side, qu'on regarde chez les démocrates, il conteste le caractère légal de l'enquête, il veut contre-attaquer, il continue, ses partisans continuent de scander Hillary Clinton, lock her up. Je ne m'attends pas à Donald Trump à s'agir, là. Franchement, c'est une prévision qui est sûre. Mais soulagé. Donald Trump ne va pas soudainement Soulagé. changer et dire, bon, maintenant qu'on a prouvé que je n'ai pas fait de la collusion, je vais me comporter comme un grand président. Non, là, vous prenez des rêves pour la réalité. Ça n'arrivera pas, au contraire. Moi, je pense qu'il va être très mordant, très agressif, probablement même encouragé, mobilisé, motivé pour aller en campagne électorale. On va avoir Ça un vient rallye assez sûrement vite. cette semaine. Ben oui, ça vient vite. On va aller à la pause, puis on va revenir après. On va parler avec un avocat républicain, M. Cross, qui va décortiquer ça avec son regard à lui. Puis on va continuer de parler de la question de l'entrave à la justice, parce que c'est là-dessus peut-être qu'il est encore vulnérable. Alors, mesdames, messieurs, restez avec nous. La suite de cette émission spéciale, tout de suite après la pause, sur les conclusions du rapport Mueller. Compte public après-midi. On poursuit cette émission spéciale sur les conclusions du rapport Mueller. Le procureur général des États-Unis a rendu public en fin d'après-midi une lettre de 4 pages seulement concluant, d'une part, qu'il n'y avait pas preuve de collusion et de complot quant à l'ingérence russe avec le gouvernement russe de la part du président et de ses collaborateurs à la campagne présidentielle de 2016. Et deuxième conclusion concerne l'entrave à la justice. Est-ce que le président Trump a fait entrave à la justice? Conclusion plus nuancée dans la mesure où il n'y a pas de preuve hors de tout doute que le président aurait pu faire entrave à la justice, notamment en congédiant l'ancien directeur du FBI, James Comey, qui par ailleurs vient de tweeter avec une photo avec des beaux arbres, avec un petit soleil derrière les arbres. Là. So many questions, tant de questions, comme si ce qui a été rendu public aujourd'hui soulevait énormément de questions, parce que sur cette question d'entrave à la justice, évidemment, c'est plus nuancé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... On n'a pas trouvé. Le procureur spécial s'en remet au procureur général pour décider s'il devrait y avoir ou pas des accusations. En fait, il dit on ne peut pas le prouver de tout doute raisonnable, mais on ne peut pas exonérer le président pour autant. On va en parler avec un avocat républicain, Michael Cross, qui est professeur de droit à l'Université George Mason en Virginie. Monsieur Cross, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va y aller point par point, si vous voulez, d'avoir votre première lecture rapide de ces conclusions. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Bien, M. Trump, narcissique qu'il est, prétend être exonéré à 100 %. Il n'est pas exonéré à 100 %, mais je dirais qu'il est exonéré à 70 %. Et c'est suffisant parce que les gens, il y en a des milliers, les gens qui détestaient M. Trump ont tout misé sur le rapport Mueller. Et pour eux, je pense que c'est une défaite.
Sur la question de la collusion, de la conspiration possible avec le gouvernement russe, est-ce que vous considérez que l'écriture de M. Barr doit être examinée de près en ce sens que chaque mot compte? Parce qu'on sait qu'il y a quand même eu, autour de M. Trump et de son organisation, beaucoup de contacts avec les Russes en périphérie. Peut-être que c'était pour les affaires personnelles de Trump, c'était peut-être pas pour les gérants, mais il y a quand même l'affaire de Wikileaks qui est importante. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pu lier, puis vous êtes juriste, le président Trump avec le gouvernement russe, c'est-à-dire Poutine, simplement? Eh bien, vous savez, il y a deux questions. Est-ce que des gouvernements étrangers ou des personnes privées étrangères ont tenté de s'ingérer dans la campagne américaine? Certainement oui. Ça se passe tout le temps, ça se passe à toutes les élections. D'ailleurs, les États-Unis s'ingèrent constamment dans les élections de pays étrangers. Vos auditeurs se rappellent peut-être M. Obama qui a tenté ouvertement d'influencer les élections israéliennes pour obtenir la défaite de M. Netanyahou. Donc ça, c'est pas la question. La question était s'il y avait participation active de la part de la campagne Trump avec ces projets étrangers. Ouais. Donc les étrangers, eux, c'est une chose, Trump, c'est une autre chose. Et je pense que M. Barr n'aurait pas émis ces 4 pages si ces 4 pages devaient éventuellement être contredites par le rapport entier. Parce que Dieu sait que le rapport entier sera échappé, sera sinon publié. Des extraits importants seront révélés à la presse par d'autres personnes. Selon vous, est-ce que M. Barr devrait carrément le rendre public au nom de la transparence? La loi est assez claire là-dessus. D'une part, le rapport de Mueller est confidentiel, selon la loi. C'est le mot clé dans la loi, confidentiel au procureur général. Donc, M. Mueller lui-même ne peut pas le révéler. Quant à M. Barr, il y a 2 choses qu'il ne peut révéler. Des secrets relevés à la sécurité nationale, d'une part, et le résultat des témoignages devant le grand jury, d'autre part. Ces 2 choses ne peuvent absolument pas être révélées. Ce sera une violation sacrée de la loi. Donc, il ne peut révéler tout le rapport. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut révéler? Eh bien, j'ai l'impression qu'il a dit qu'il va révéler tout ce qu'il peut. D'accord. L'autre conclusion... peut-être c'est celle-là aussi qui est très intéressante parce qu'elle concerne le comportement du président Trump sur la question de l'entrave à la justice depuis le congédiement de James Comey en passant par toutes ces déclarations intimidantes, ces tweets, ces déclarations sur la chasse aux sorcières, sur ces interrogations auprès de certaines personnes. Où est-ce qu'il enquête, ça enquête? Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Parce que M. Mueller, excusez-moi, je vais compléter. M. Mueller s'en remet à M. Barr. C'est pas M. Mueller lui-même. Et ça soulève des questions. Oui, M. Barr est avocat, c'est l'avocat en chef des États-Unis. Et les avocats américains ont tous le devoir déontologique. Et les avocats ce qu'on appelle chez vous les avocats de la couronne, ceux qui poursuivent les causes pénales ont le devoir éthique de ne jamais poursuivre quelqu'un à moins d'être sûr à leur avis qu'ils ont des preuves au-delà de tout doute raisonnable. Et il est vrai que M. Trump, c'est son pire ennemi. Il a dit des choses bêtes, il a dit des choses vraiment douteuses, mais il y a toujours eu une explication innocente et coupable. Et M. Mueller, je pense... c'est un homme très sage. D'ailleurs, à mon avis, le plus grand gagnant de tout ceci, c'est Robert Mueller, qui a démontré son intégrité. Oui. Mais Mueller a reconnu que la cause était... la preuve était faible. Oui. On va pour le bénéfice de nos téléspectateurs. On le voit, M. Mueller, à l'écran au moment où vous nous parlez. On va mettre l'extrait de la lettre de M. Barr, le procureur général, qui cite le rapport Mueller, une phrase seulement, où on dit le conseil spécial précise, ou le procureur spécial précise que bien que ce rapport ne conclue pas que le président a fait entrave à la justice, il ne l'exonère pas pour autant. Alors, voilà. C'est ça. Alors, certains vont y voir là une porte ouverte à mener d'autres enquêtes de la part du Congrès, peut-être, non? Il y avait toujours un échappatoire. Lorsqu'il a mis à pied M. Comey, il était en possession d'un rapport de Rod Rosenstein, le sous-procureur général, qui justifiait le mise à pied. Lorsqu'il a miroité devant certaines personnes la possibilité d'un pardon,
il y avait toujours il y avait une interprétation innocente et une interprétation coupable. Innocente, bon, je suis président, je vous aime, vous êtes un type gentil, vous êtes bon père de famille, je vais avoir de la pitié pour vous. Coupable, écoutez, fermez la gueule, ne témoignez pas et Dieu sait, je vais vous pardonner. Est-ce qu'on peut prouver l'un ou l'autre? Non. Et c'est ça le problème. On ne poursuit pas lorsqu'il y a un doute raisonnable. En même temps, on a posé la question du pardon quant à Manafort. Est-ce que vous croyez que maintenant, M. Trump a la voie libre pour pardonner son grand ami, le seul qui ne l'a pas trahi? Oui, écoutez, oui, j'ai entendu ça avant la pause et j'ai souri et je souris encore. Mon opinion de M. Trump n'est pas bonne, mais mon opinion de M. Trump sera énormément pire s'il pardonne M. Manafort. S'il pardonne M. Manafort, il va transformer une victoire en défaite totale. Parce que Manafort est détesté. Les faits qui ont été révélés pendant son procès ont démontré un type qui méprise la loi, qui a fait des dizaines, peut-être des centaines de millions de dollars, qui était vraiment un mercenaire. Avant même de travailler pour Trump, ça n'avait rien à voir avec Trump. Si Trump pardonne ce type-là, c'est ça, il prouvera qu'il est son pire ennemi. Alors, moi, je serais vraiment renversé si ça se passe. Oui. En terminant avec vous, bien, je vais joindre quand même nos invités sur le plateau à notre conversation. J'ai une constatation spécifique pour vous parce que, comme juriste, quand on regarde, il y a eu soupçon d'entrave à la justice, on ne peut pas le prouver quand même, mais le simple fait que Mueller ait pu terminer son rapport, que même ces nominations de Whitaker comme procureur général intérimaire ou même William Barr, tous des gens qui étaient critiques, qui ne croyaient pas à la nécessité de cette enquête-là, est-ce que c'est une victoire de l'État de droit et de la démocratie quand même aux États-Unis en ces temps difficiles? Oui, à mon avis, absolument. Comme je vous ai dit, c'est une victoire pour Robert Mueller. Il a résisté aux critiques acerbes, aux critiques vulgaires de M. Trump répétées. Et il a produit un rapport sobre, il a produit un rapport en conformité avec son mandat et avec la loi, et on devrait être fiers de lui, et je pense qu'il en sort vraiment. Tandis que les perdants, c'est à la fois Trump, qui a toujours démontré du mépris pour M. Mueller, et aussi certains démocrates qui ont exprimé avec certitude l'idée qu'il y avait collusion avec Trump, et sans aucune preuve. Et je pense que les deux vraiment perdent la face. C'est Mueller qui en sort victorieux. Oui, Charles-Philippe, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Bien, je répéterai effectivement ce que M. Cross vient de dire. En effet, il y a eu tellement de scepticisme, de doute, de confiance minée dans le système politique américain, dans les contrepoids constitutionnels, contrepoids politiques aussi, qu'on peut voir, non, effectivement, le fait que Robert Mueller ait pu terminer son rapport, ait pu le déposer et arrive à des conclusions qui, honnêtement, je pense, surprennent tout le monde ce soir. Je pense qu'il y a des gens qui se disent tout ça pour... Ah oui, je m'y attendais. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent tout ça pour ça? C'est 25 millions, c'est 2 ans de Non, mais c'est bien la preuve que même le président le plus intempestif qu'on ait vu de tous les présidents de l'ère moderne n'a pas été capable et n'a pas finalement mis fin au travail et qui était nécessaire, pas seulement pour savoir si Donald Trump lui-même, à l'instar de Richard Nixon, avait commandé, ordonné cette collusion, mais qui d'autre était impliqué. Je rebondis sur 2 ou 3 choses quand même encore importantes qu'il faut dire ce soir. Ce n'est pas parce que le président est exonéré, si cela s'avère, selon le rapport qui sera remis, que pour autant, tous ses aides de camp, tous ses conseillers et tous les gens qui ont travaillé avec lui le sont. Au contraire, vous avez évoqué le cas de Paul Manafort. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut retenir, qui est très, très important. Une question pour vous, M. Cross. Le fait que Robert Mueller n'ait pas pu interroger directement le président Trump, est-ce que ça enlève de la... pas de la pertinence, mais est-ce que ça enlève une certaine saveur à son rapport? Parce qu'on sait que le président a répondu simplement à un questionnaire écrit. Oui, c'est une tradition américaine assez forte. Hein. C'est la séparation des pouvoirs constitutionnels. Tous les présidents, qu'ils soient démocrates ou républicains ou indépendants, résisteraient à de telles demandes d'entrevue. Je pense que, encore une fois, comme ça vient d'être dit, les traditions légales, les traditions juridiques viennent
toutes d'être confirmées par ce que M. Mueller a dit, et même la façon dont il a mené son entreprise. Il n'a jamais répondu aux insultes personnelles lancées par M. Trump. Je trouve, ceux qui suivent la carrière de M. Mueller suivent la carrière d'un homme absolument au-delà de tout soupçon. C'est un type vraiment qui fait honneur au rule of law. Est-ce qu'on peut s'attendre, Raphaël, à ce que M. Mueller prenne la parole à un moment donné? Parce que pour certains, si on écoute M. Cross, on le prend au mot, Mueller devient une sorte de héros de la démocratie. Là. Dépendant. Encore une fois, gardons-nous une petite gêne. L'intégralité, exactement. L'intégralité du rapport, on ne le connaît pas. On ne la connaît pas plutôt. Donc, attendons, mais présumant que oui. La réponse est oui. D'accord. Monsieur Cross, quand Mme Pelosi, donc la leader des démocrates, et M. Schumer disent la lettre du procureur général, cette petite lettre de 4 pages, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, qu'est-ce que vous dites, vous? Je dis qu'ils sont en train de tenter de sauver la face. Ils ont trop mis sur l'enquête Mueller. Monsieur Trump a commis tellement de délits, tellement de fautes de caractère, tellement de problèmes de personnalité, mais ils ont tout mis sur la soi-disant collusion avec les Soviétiques, les Russes, et maintenant ils tentent de sauver la face en disant, ben écoutez, il y a plus là. Ils vont espérer que ça va mourir lentement au lieu de mourir subitement d'un jour à l'autre. Le public, comme ça a déjà été dit, est tanné de tout ça et j'ai l'impression qu'ils vont laisser ça tomber en obscurité. Mais selon vous, est-ce qu'il y a quand même des questions qui vous viennent à l'esprit à la suite du dépôt de ces 4 lettres, de cette lettre de 4 pages? Vous me posez la question à moi? Oui. Écoutez, moi, je serais intéressé à savoir si jamais on met la main sur quelques-uns des accusés russes, d'une part. D'autre part, vous savez qu'il y a une contre-demande d'enquête, hein, parce que la campagne électorale de Mme Clinton a embauché une société qui s'appelle Fusion GPS. Cette société a fait appel à un espion britannique, Christopher Steele, important, étranger, Steele, qui a produit le dossier qu'a utilisé le FBI pour justifier la surveillance. Donc, il est maintenant possible, ce serait, à mon avis, une mauvaise décision de la part des républicains, mais il est possible que les républicains disent, écoutez, c'est maintenant nous qui prétendons que c'est vous qui avez fait collusion avec un étranger. Ouais. Là-dessus, oui, monsieur, Charles-Philippe. Parce qu'au fond, mais la ligne des Républicains, pour enchaîner sur ce que M. Cross dit, c'est que la ligne des Républicains, depuis le début, ou des partisans de M. Trump, et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce que Mme Huckabee Sanders a déclaré, c'est qu'ils ont été, aujourd'hui, sont vengés, les Républicains, parce qu'eux, ils ont toujours vu dans cette histoire-là un complot des démocrates, avec ce que M. Cross a dit, le fameux dossier, comme ils appellent, de Christopher Steele. Mais attendez, je pense qu'il faut retenir notre souffle. Il ne faut pas non plus être trop vite en affaires. On ne dispose encore une fois, Raphaël l'a dit à 2 reprises, M. Cross l'a incité, 4 pages. On travaille avec ce qu'on a, là. On travaille avec ce qu'on a. Attendez d'avoir beaucoup plus qu'on n'a pas. Ouais. Je ne pense pas que les comités au Congrès vont arrêter de faire leur travail demain. Ouais. Par exemple, comité du renseignement, comité judiciaire, comité de supervision du gouvernement, ils vont continuer de demander à tous les gens qui entourent Donald Trump, mais vous, où étiez-vous dans tel dossier, tel dossier, tel dossier? Je vais laisser Raphaël. Non, très rapidement, parce que ce que M. David avance, c'est pas une théorie, c'est un fait. Voilà. Les démocrates l'ont dit publiquement. Ils l'ont dit au courant du week-end. Ils l'ont dit. Peu importe ce que M. Mueller a découvert ou révèle dans ce fameux rapport-là, nous, on va continuer à enquêter sur la question russe et beaucoup plus largement que ça. Et gardons en tête que les démocrates, on le sait, sont majoritaires à la Chambre des représentants depuis les 2 derniers mois. Et jusqu'à la fin, tout au moins du premier mandat du président, ils vont avoir le pouvoir d'enquête sur cette question-là et sur à peu près n'importe quelle question qu'ils jugent pertinente. Très bien. Mais peut-être que les démocrates vont être libres de parler d'autre chose que ça aussi pour faire valoir les idées qu'ils défendent en vue de l'élection présidentielle. Ça va être ça aussi leur défi. Oui. N'est-ce pas, M. Cross? Là-dessus, je vais vous remercier d'avoir pris quelques minutes de votre dimanche soir pour nous parler encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous parler, Maître Cross. Ça m'a fait plaisir. Merci. OK, merci. À la prochaine. Oui, on n'a pas fini d'en parler. Je pense pas. Non. Alors, je retourne à Washington. Christian Latreille, le président de la Commission de la justice de la Chambre des représentants, Jared Nadler, a réagi finalement.
Oui, Gerald Nadler, qui préside la commission judiciaire du Congrès et qui enquête sur différentes facettes des affaires de Donald Trump. Et on a bien raison de dire qu'effectivement, le Congrès, et particulièrement les démocrates, n'arrêteront pas demain matin d'enquêter. On enquête sur ses affaires, on enquête sur la tour à Moscou, on enquête sur la clause des émoluments, il y a des poursuites. Alors, M. Nadler, qui en 3 points a très bien résumé, je pense que plusieurs démocrates pensent ce soir que ce n'est pas une exonération totale de M. Trump et qu'il reste encore là beaucoup de travail à faire pour aller au fond des choses. Je laisse entendre M. Nadler. Le Conseil spécial a passé 22 mois à chercher des éléments de preuve d'obstruction et d'autres inconduites. Le procureur général Barr, qui a auditionné pour son rôle avec un mémorandum qui suggère que c'était pas valable comme enquête, que c'était impossible pour le président de commettre l'obstruction de justice parce qu'il est à la tête de l'exécutif. Il a pris une décision sur ces données probantes dans 48 heures. Alors, ces conclusions mènent à d'autres questions, ne répondent pas à nos questions et le fait que Mueller a trouvé des données probantes qui n'exonèrent pas, selon lui, le président. C'est inacceptable que le président Trump essaye de tourner ça en sa faveur, comme si sa conduite était acceptable de quelque façon que ce soit. Deuxièmement, étant donné ces questions, il est important que le procureur général publie le plein rapport et toutes les données probantes, le rapport non filtré ainsi que tous les éléments de preuve, toutes les données probantes doivent être rendues disponibles au Congrès américain et au peuple américain. Et on doit mettre l'information disponible le plus possible pour le public. Alors, je veux cette transparence. Nous allons demander au procureur général de donner son témoignage. Nous allons demander le rapport plein et non filtré. Le peuple américain a droit à pleine transparence. Troisièmement, le procureur général, ses commentaires font en sorte que le Congrès doit travailler à trouver la vérité et la transparence pour le peuple américain. Le président n'a pas été exonéré par le Conseil spécial, mais le procureur général a décidé de ne pas continuer et de ne pas partager ça avec... Alors, Christian, le Congrès va faire son travail d'enquête, c'est ce que M. Nadler nous dit. Mais c'est important de rappeler aussi que l'enquête Mueller a révélé ce que vous avez évoqué là, en présentation de M. Nadler, des éléments qui sont à l'origine d'autres enquêtes, pour ne pas dire d'autres inculpations. Et tout ça va se passer à New York principalement. Oui, à New York, dans le Southern District, il y a plusieurs enquêtes qui ont d'ailleurs été référées par Robert Mueller à ses procureurs et ils sont encore en train de travailler. On verra bien les conclusions de tout ça. Mais vous savez, Anne-Marie, je pense qu'il est important de retenir, là, c'est ce qui va rester, ce qu'on appelle en anglais « the big picture », ce que les Américains entendent ce soir. Je pense que c'est ça qui va rester. Parce que, d'une part, votre invité avait raison de dire que M. Barr, peu importe ce qu'il y a ou ce qu'on découvre éventuellement comme détail, comme substance dans probablement les centaines de pages du rapport Mueller, ce que les gens vont retenir, c'est le fait que sur ces deux thèmes de l'entrave à la justice et la collusion avec les Russes, M. Trump a été blanchi. M. Barr n'aurait jamais pris le risque de raconter des mensonges ou, oui, c'est sa vision des choses, effectivement, mais si, comme procureur général, on découvrait qu'il avait menti ou qu'il avait distorsionné la réalité, je pense qu'il perdrait beaucoup de crédibilité et M. Barr en a beaucoup encore auprès du public américain et auprès des gens au Congrès. Donc, ce sera intéressant, oui, de voir de quelle manière les démocrates vont enquêter, mais je pense que ce qui va rester, c'est ce qu'on entend ce soir et c'est une grande victoire pour Donald Trump et une gifle solide aux démocrates. En effet. Merci beaucoup, Christian. On va vous entendre, vous voir dans les prochains téléjournaux au cours des prochaines heures et prochains jours parce que vous allez avoir beaucoup de travail encore cette semaine à couvrir le dénouement de cette histoire, donc du rapport Mueller, dont les conclusions ont été rendues publiques par le procureur général cet après-midi. Merci, Christian. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au plaisir. On s'en va à une brève pause. Mesdames, Messieurs, revenez avec nous. Après la pause, John Parizella se joint à la conversation avec Charles-Philippe David et Raphaël Jacob. À tout de suite. Iran, 1979.
Une révolution d'une ampleur considérable marque un tournant décisif dans l'histoire du pays. Le peuple montre aux États-Unis et au reste de la planète qu'il rejette en bloc l'intervention occidentale. Aujourd'hui, ce pays placé sous l'étendard de l'islam est l'un des plus influents du Moyen-Orient. Pour souligner le 40e anniversaire de la révolution iranienne, suivez notre programmation spéciale au grand reportage du 1er au 5 avril 20h. Ici RDI. Pas certain. Et si vous aviez un peu d'aide? Voici le nouveau Ford Edge 2019, avec toute la confiance qu'apporte la technologie Copilot 360, la technologie d'assistance au conducteur la plus avancée de la catégorie. Le nouveau Ford Edge 2019. Tu poursuis des études universitaires et t'es engagé dans ton milieu? Le programme Force Avenir universitaire honore les jeunes qui enrichissent notre société. Fais rayonner ton audace et ton leadership et soumets ton initiative. Force Avenir offre plus de 114 000 $ en bourse dans différentes catégories. Informe-toi au bureau de la vie étudiante de ton université ou à forceavenir.qc.ca. La date limite d'inscription est le 31 mars. Force Avenir, reconnaître et promouvoir l'engagement étudiant. Je vais vous donner un truc pour payer votre hôtel moins cher. C'est facile. Allez sur Trivago, trouvez rapidement l'hôtel qui vous convient, comparez les différents prix pour le même hôtel. Simple et efficace. Un hôtel? Trivago. Fix Auto, le premier mot auquel on devrait penser après un accident. Cet été, Sherbrooke et Monopolis. Québécissime chante Starmania. Place Nikitothèque, centre-ville de Sherbrooke. Découvrez les saveurs du rôtisseur. Poulet indien, poulet piri-piri. Le nouveau Saint-Hubert, faut le vivre. Vous aimez les surprises? De grandes surprises. De grosses surprises. Des énormes surprises. Ça fait 20 ans que Kia vous surprend. Et ça fait juste commencer. Et voici une autre belle surprise. La Jacques vient de nommer la Kia Stinger voiture canadienne de l'année 2019. Le président Trump a sans doute de bonnes raisons de crier victoire aujourd'hui avec la publication de la lettre du procureur général William Barr référant aux conclusions du rapport Mueller, 2 grandes conclusions, dont l'une exclut complètement la collusion, notamment en ce qui a trait à l'ingérence russe. Mais pour ce qui est de l'entrave à la justice, on le disait en début d'émission et au cours de l'émission, c'est beaucoup plus nuancé. Cela dit, le président Trump contre-attaque déjà, se tourne contre les démocrates qu'il tient responsables de cette enquête et de ces 2 ans, dans le fond, 2 ans d'enquête qui ont perturbé la vie politique américaine. J'en parle avec John Parizella, professeur invité au Cerium. John, vous êtes au téléphone ce soir. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas, on peut imaginer que si Trump crie victoire, c'est qu'il y a tellement de gens qui étaient tellement convaincus qu'il y avait la collusion, puis qui avaient tellement convaincus que le rapport Mueller allait envoyer Trump en prison ou allait le faire destituer, qu'il y a certainement beaucoup de gens déçus, particulièrement chez les démocrates, non, John? Ben, c'est sûr que les démocrates vont être déçus, puis peut-être un certain nombre d'indépendants comme électeurs vont être déçus. Des républicains, ben, il y a une certaine classe politique aux États-Unis qui, dans le Parti républicain, qui ne sont pas des fans de M. Trump. Ben, c'est clair qu'à 1 an et demi d'une élection, les démocrates, c'est-à-dire les républicains qui veulent tenir le contrôle du Sénat, peut-être même faire des gains à la Chambre des représentants, puis garder la Maison-Blanche, ils sont pas malheureux aujourd'hui. C'est pour ça que
faut voir les dires des républicains des derniers temps, de dire qu'ils voulaient avoir le rapport à 400 dans un vote à la Chambre des Congrès, oui. qui voulaient l'avoir, disons, dévoilé en totalité. Je suis pas sûr qu'on va avoir le même discours dans les prochains jours. Et M. Trump a été rapide. Il a déjà indiqué qu'il est totalement exonéré, même si c'est pas le cas, en ce qui concerne l'entrave à la justice. Puis il reste encore beaucoup d'autres enquêtes dans d'autres domaines, mais il n'y a pas de doute que M. Trump se déclare gagnant et il va avoir un gros rallye jeudi soir où il va sûrement nous revenir. Puis d'ici ce temps-là, attendez-vous à beaucoup de tweets. Oui, c'est son grand... c'est sa grande force, Trump, de récupérer par toujours les mêmes lignes. On l'entendait tout le temps dire no collusion. Là, il va dire que c'est la victoire, qu'il est complètement absous de tous les reproches qui lui avaient été faits, de tous les motifs d'enquête. Maintenant, ça veut dire quoi pour les démocrates? Le défi des démocrates maintenant, pour vous, John? Peut-être la personne la plus sage des démocrates des derniers temps, c'est Mme Nancy Pelosi, qui a quand même dit environ 10 jours que les possibilités d'impeachment, c'était pas en tout cas sa priorité, puis elle voyait vraiment la possibilité peut-être de gagner un vote à la Chambre des représentants, mais pas de gagner un procès au Sénat et que ça pourrait juste diviser le pays. Donc, on est à 1 an et demi. On n'est pas tout à fait dans la situation que M. Nixon l'était. Nixon était au début d'un deuxième terme. Là, on est passé la demi d'un premier terme. Les démocrates ont environ une douzaine de candidats qui sont en marche. Si la formule de leur victoire au mois de novembre passé, c'était de répondre aux besoins de la population, ils n'ont pas vraiment fait la campagne sur ce M. Trump au mois de novembre. Je pense que c'est faux de prétendre que c'était un référendum sur M. Trump comme tel. Donc, je pense que la formule, c'est de se concentrer sur la population. Oui, il va y avoir des enquêtes. Ça va continuer. La Chambre des représentants, le Southern District, l'État de New York va continuer. Puis il y en a d'autres dans le district de la Colombie. Puis beaucoup des attaques sur M. Trump sont beaucoup sur sa personne, c'est son organisation, sa fondation, c'est toute la question de Stormy Daniels qui a essayé d'acheter son silence. Tout ça va rester quand même dans le décor, mais il reste qu'il faut que les démocrates pensent aussi à gagner une élection, pas contre M. Trump, mais pour leur vision et l'avenir des États-Unis. Puis je vous avoue honnêtement, la division qu'on sent de plus en plus dans les discours de certains des candidats ou candidates me porte à être, pour eux, à être un peu inquiète. Mais on est encore très tôt pour les démocrates, mais ils gagneront pas ça seulement sur un référendum avec Donald Trump, avec une économie qui roule très bien au moment qu'on se parle. Ouais. Donc, je pense que c'est ça le conseil si j'étais conseiller des démocrates. Oui, parce qu'on l'oublie, mais toute l'histoire de Stormy Daniels, la question des émoluments, ça n'a rien à voir avec l'enquête Mueller. C'est les autres enquêtes périphériques qui pourraient donner ouverture à des inculpations même pour un président, ou en tout cas interrompre une prescription si on demande ses revenus puis qu'on se rend compte qu'il a fait des fausses déclarations à des banques, à la Deutsche Bank, par exemple, ce qui est sujet d'enquête en ce moment, ça peut lui rendre la vie plus difficile même que Mueller. Sans aucun doute. Il ne faut pas oublier que, quand même, le rapport Mueller, même si aujourd'hui, M. Trump crie victoire, il y a eu quand même au-delà de 199, à peu près 199 accusations criminelles qui ont été faites durant cette enquête. 37 personnes ont été mises en accusation, 7 coupables et 5 qui ont reçu des sentences. Donc, c'est pas du travail de broche à foin. Puis, il faut... Là, on parle beaucoup de la possibilité d'un pardon, mais il faut dire qu'il y en a qui vont avoir des accusations au niveau de l'État de New York et que ces accusations-là ne seront pas sujets à un pardon présidentiel. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Merci beaucoup, John Parizella. On se retrouve au Carnet américain cette semaine à 24h60. Merci, John. Bonsoir. Au revoir. Merci. Alors, conclusion, tous les deux, je t'en fais vous d'abord, Raphaël. Ce que vous retenez, ce que vous voulez faire mettre en lumière? 2 points sur lesquels Donald Trump sort renforcé suite à la journée d'aujourd'hui. La première, c'est que l'enquête est terminée. Ça a l'air de rien, là. Je sais que ça a l'air long, 22 mois. L'enquête qui avait commencé sous la présidence Clinton sur le scandale Whitewater avait duré plus de 5 ans. Ça avait couvert la majorité des 2 mandats de Bill Clinton à la Maison-Blanche. Là, dans ce cas-ci, même si ça a pu sembler comme il a été réélu, et l'enquête avait commencé au premier mandat, avait continué pendant le 2e mandat. Autrement dit, ça a peut-être paru comme une éternité pour la Maison-Blanche actuelle de Donald Trump, mais au final, ça va
avoir quand même duré moins de 2 ans, et là, c'est fini. C'est bon pour lui politiquement. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que ça lui permet également de frapper à grands coups sur une de ses cibles préférées, les médias. Parce que pendant 2 ans, Donald Trump a accusé les médias de propager des fausses nouvelles et monter en épingle cette histoire de collusion-là. Comment pensez-vous qu'il va réagir suite au résumé de M. Barr aujourd'hui? C'est sûr et certain. Il reste 20 secondes, Jean-Philippe. Eh bien, en 10 secondes chacune, 2 conclusions aussi. La première, sur l'odomètre de la décision, n'a jamais été aussi loin d'une telle perspective que ce soir. Donc, à ceux qui voulaient et celles qui voulaient une décision de Donald Trump, je pense que ça n'arrivera pas. Et deuxième conclusion, Donald Trump sera fort probablement donc candidat au présidentiel de 2020, renforcé et regaillardi par les conclusions soumises aujourd'hui. Alors, Jean-Philippe David, Raphaël Jacob, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau en ce beau dimanche soir. Merci à suivre au cours des prochains jours. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission spéciale sur les conclusions du rapport Mueller, conclusions rendues publiques cet après-midi. Bonne fin de soirée à notre antenne. Bien sûr, les téléjournaux vont couvrir cette histoire. Au revoir.